Le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Chaque jour, tu es confronté à des pensées qui tentent de te dominer, à des émotions qui cherchent à t'entraîner et à des peurs qui veulent t'arrêter. Tu n'as pas besoin de contrôler le monde, tu as besoin de te gouverner toi-même. C'est la différence entre un esprit libre et un esprit prisonnier. Le stoïcisme ne consiste pas à éteindre ce que tu ressens, mais à le diriger avec clarté. Vivre sereinement n'est pas se rendre au chaos, c'est garder l'esprit ferme lorsque tout autour de toi s'effondre. La plupart réagissent sans réfléchir, se laissent emporter par des impulsions et finissent par vivre à la merci de leurs émotions. Mais celui qui apprend à s'observer, à décider calmement et à agir avec un but, trouve une forme de pouvoir que personne ne peut lui enlever. Maîtriser l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde qui crie, qui accélère et qui exige que tu sois quelqu'un que tu n'es pas, le plus grand acte de rébellion est de rester calme. Ici, tu n'entendras pas de promesses vides, mais des principes que tu peux appliquer chaque jour pour renforcer ton esprit, ta discipline et ta liberté intérieure. Parce que lorsque tu apprends à te gouverner, rien ni personne ne peut te gouverner. Observe ton esprit avant d'agir. Ton esprit est comme une rivière qui ne s'arrête jamais, un flux constant de pensées qui entraîne tout ce qu'elle trouve sur leur passage. Parfois, il semble calme, mais une petite pierre suffit pour déclencher un courant violent. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque tu ne l'observes pas. N'importe quel mot, n'importe quel regard ou situation peut tout bouleverser en toi et te faire réagir sans contrôle. La différence entre celui qui vit gouverné par ses impulsions et celui qui agit avec sagesse réside dans une seule chose. Le moment où il décide de regarder à l'intérieur avant de bouger à l'extérieur. Observer ton esprit ne signifie pas arrêter la vie, cela signifie la diriger. Cela signifie reconnaître ce que tu ressens sans laisser cela décider pour toi. La plupart des gens agissent à partir de l'émotion du moment, sans comprendre que l'émotion est une vague, pas un océan. Si tu attends une seconde de plus, si tu respires avant de répondre, tu verras que ce qui semblait urgent n'était qu'un reflet du désordre interne. Le stoïcien sait que chaque réaction impulsive est une perte de pouvoir, car pendant que le monde te pousse, tu dois rester centré. Lorsque tu apprends à observer ton esprit, tu découvres à quel point il est facile de confondre réaction avec action. Réagir, c'est bouger sans penser. Agir, c'est décider à partir du calme. Et ce calme n'arrive que lorsque tu t'arrêtes pour regarder ce qui se passe en toi. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire vient de la raison ou de l'orgueil? Est-ce que cette décision est prise par ma sérénité ou par mon ego blessé? Chaque fois que tu te poses cette question, tu renforces le muscle le plus important, la conscience. Les sages de l'Antiquité disaient que celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin, car tout commence par la pensée. Si ton esprit est en désordre, ta vie le sera aussi. Mais lorsque tu parviens à observer ce qui se passe en toi sans t'identifier à cela, lorsque tu peux regarder ta colère sans devenir ta colère, c'est là que tu commences vraiment à être libre. L'observation te sépare du chaos et te permet de répondre avec intelligence, pas avec impulsion. La pratique est simple, mais puissante. Avant de parler, arrête-toi. Avant d'écrire un message en pleine colère, attends. Avant de prendre une décision importante, marche quelques minutes et écoute le bruit interne jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Cette courte pause est une forme de maîtrise. C'est l'espace où le sage décide et le fou se précipite. Chaque fois que tu parviens à te contenir, que tu choisis la réponse plutôt que la réaction, tu gagnes une bataille silencieuse en toi. La maîtrise de l'esprit n'arrive pas d'un coup. Elle se construit dans ces petites secondes de conscience qui transforment tes jours. Au début, c'est difficile, parce que l'impulsion crie et le calme murmure. Mais si tu apprends à écouter cette voix basse, tu découvriras qu'elle sait toujours quoi faire. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le comprendre et de le diriger vers quelque chose de plus élevé. Alors, lorsque tu sens que la colère te domine, que la peur te paralyse ou que l'anxiété te pousse à agir sans réfléchir, observe. Ne t'identifie pas à cela, regarde-le simplement passer.
Chaque émotion est éphémère, mais la décision que tu prends au milieu d'elle peut marquer ton destin. Celui qui maîtrise son esprit n'est pas celui qui ne se perturbe jamais, mais celui qui choisit de rester conscient même au milieu du chaos. Parce qu'au final, la liberté intérieure commence lorsque tu décides d'être témoin de tes pensées, pas leur esclave. 2. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. S'accrocher à ce qui ne dépend pas de toi est comme essayer d'arrêter le vent avec tes mains. Tu te fatigues, tu te frustres et tu finis par perdre la paix. La vie a une façon particulière de te rappeler que tout ne bouge pas à ton rythme. Tu peux planifier, t'efforcer, prévoir chaque détail, mais il y aura des choses qui échappent simplement à ton contrôle. C'est la vérité que l'esprit humain a le plus de mal à accepter, parce que l'ego déteste se sentir impuissant. Cependant, c'est dans cette reconnaissance que naît la liberté. La plupart des gens vivent piégés dans l'illusion qu'ils peuvent tout contrôler, ce que les autres pensent, ce qu'ils ressentent, comment ils agissent, même ce que le destin met sur leur chemin. Mais la réalité ne se plie pas aux caprices. Et plus tu essaies de dominer l'extérieur, plus tu t'épuises à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir n'est pas dans la manipulation des circonstances, mais dans la direction de la réponse. Le monde peut tourner dans le chaos, mais si tu choisis de rester ferme, rien ne t'entraîne. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est comprendre les limites du contrôle. C'est accepter que tu peux influencer, mais pas déterminer. Que tu peux faire ce qui est juste, mais pas garantir le résultat. Cette distinction sépare le sage du désespéré. Parce que tandis que l'un agit depuis la sérénité, l'autre se consume en essayant de forcer ce qui ne lui appartient pas. La maîtrise mentale commence lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de gagner chaque bataille extérieure pour avoir la paix intérieure. Imagine que tu tiens une corde attachée à quelque chose qui ne bouge pas. Plus tu tires, plus ça fait mal. Mais la douleur ne vient pas de l'objet, mais de ta résistance. Lâcher la corde n'est pas perdre, c'est libérer la tension qui te maintient bloqué. Il en va de même avec les personnes, les attentes ou les résultats. Lorsque tu arrêtes d'insister pour contrôler l'incontrôlable, tu récupères ton énergie pour ce qui compte vraiment. Le contrôle est un piège silencieux qui se déguise en responsabilité. Il te dit que si tu ne t'inquiètes pas, quelque chose va mal tourner. Que si tu n'es pas au-dessus de tout, tout va s'effondrer. Mais l'inquiétude ne prévient rien, elle ne fait que voler ta paix. L'anxiété est le prix à payer pour essayer de gouverner ce qui ne te revient pas. Les stoïciens savaient que le monde extérieur est un territoire étranger, mais l'esprit est un territoire propre. Ce qui se passe à l'extérieur ne définit pas ta sérénité si à l'intérieur tu es calme. Pratiquer l'art de lâcher prise implique de faire confiance, non pas au hasard, mais à ta capacité à t'adapter. À accepter que les choses seront comme elles doivent être, pas comme tu veux qu'elles soient. Lorsque tu assumes cela, la vie cesse d'être une lutte constante et devient un flux plus naturel. Tu apprends à marcher sans peur, à décider sans anxiété, à attendre sans désespérer. La tranquillité naît au moment où tu cesses de résister à l'inévitable. Pense à tout ce qui te vole de l'énergie aujourd'hui. Peut-être essaies-tu de changer quelqu'un, de récupérer quelque chose qui est déjà terminé ou de contrôler chaque variable de ton futur. Demande-toi si cette charge en vaut la peine. Chaque pensée investie dans l'incontrôlable est une fuite de pouvoir. La sérénité ne se gagne pas en conquérant plus, mais en lâchant ce qui est superflu. Lorsque tu apprends à lâcher prise, ton esprit s'éclaircit et ton corps s'allège. Tu te rends compte que la plupart des problèmes qui te tourmentaient n'existaient que parce que tu ne savais pas les laisser partir. Lâcher prise est un acte de maturité, d'acceptation et de foi en toi-même. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Et ce simple geste peut changer le cours de toute ta vie. 3. Agis avec calme et détermination. Le monde actuel semble être un feu constant. Tout le monde court, tout le monde crie, tout le monde veut éteindre quelque chose sans même savoir où est le feu. Nous vivons poussés par l'urgence, par la hâte de faire plus, d'accomplir plus, de répondre avant les autres. Mais au milieu de ce chaos, la véritable force n'est pas celle de celui qui court le plus vite, mais de celui qui avance avec détermination pendant que les autres sont consumés par l'anxiété. Le calme n'est pas passivité,
c'est le pouvoir contrôlé. C'est la capacité de bouger sans perdre de clarté, d'agir sans se laisser emporter par le bruit du monde. Quand tu agis avec calme, tu prends le contrôle du temps. Tu ne te précipites pas, tu ne réponds pas à partir de la réaction, ni ne décides sous le feu de l'action. Chaque mouvement est délibéré, réfléchi, conscient. Le stoïcien comprend que la hâte est une forme de peur, car celui qui craint de perdre quelque chose court sans réfléchir. Mais celui qui fait confiance à son propre rythme sait que rien d'important n'est construit avec désespoir. Le calme est le terrain où germe la grandeur, et le but est le phare qui guide chaque pas. Agir avec détermination signifie avoir une idée claire de la raison de tes actions. Beaucoup de gens vivent en mode automatique. Ils font ce que tout le monde fait. Ils suivent ce que les autres disent. Ils se laissent emporter par le courant parce qu'ils pensent que bouger est déjà avancé. Mais bouger sans direction, c'est tourner en rond. L'esprit discipliné ne se meut pas par impulsion, mais par intention. Il ne demande pas « que dois-je faire ?» mais « pourquoi le fais-je ?» Cette simple question transforme ta façon de vivre, car chaque action acquiert un sens et cesse de dépendre de la reconnaissance d'autrui. Le calme est la racine de toute décision sage. Quand tu t'arrêtes avant d'agir, tu élimines l'interférence de l'émotion et tu laisses de la place à la raison. Cela ne signifie pas que tu ne ressens pas. Cela signifie que tu choisis quand et comment l'exprimer. La sérénité n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Celui qui crie n'est pas fort, il est instable. Celui qui réagit sans réfléchir ne démontre pas de pouvoir, il démontre un manque de contrôle. La véritable maîtrise est d'agir en pleine conscience, même quand tout brûle. Pense aux fois où tu as agi par impulsion et l'as regretté par la suite. À ces décisions prises au milieu de la colère, de la peur ou de l'euphorie. Chacune d'elles a été une leçon sur le pouvoir du calme. Parce que ce qui est fait sans clarté se paie avec des conséquences qui auraient pu être évitées. Apprendre à t'arrêter un instant avant d'agir est une forme de sagesse pratique. Tu n'as pas besoin d'heures de méditation pour trouver la paix. Tu as besoin de secondes de conscience avant de bouger. Le calme et le but vont de pair. Le calme te permet de voir. Le but te dit où aller. Si tu n'as que le calme, tu restes immobile. Si tu n'as que le but, tu te précipites. Mais quand les deux se rejoignent, chaque pas est ferme. Tu ne cherches pas des résultats immédiats. Tu comprends que l'important se construit avec patience. L'esprit stoïcien ne cherche pas l'approbation, il cherche la cohérence. Son but ne dépend pas des applaudissements, il dépend de la valeur qu'il a pour lui-même. Le monde te mesurera par ta rapidité, mais la vie te récompensera par ta précision. Apprends à bouger avec intention, à agir sans perdre ton centre, à prendre des décisions à partir du calme que d'autres confondent avec la froideur. Parce que celui qui maîtrise ses mouvements maîtrise son destin. La hâte est de l'ego, le calme est du sage. Et seul celui qui agit avec détermination laisse des traces que le temps respecte. 4. Trouve le pouvoir dans le silence. Le silence est l'arme la plus sous-estimée de l'homme fort. À une époque où tout le monde parle, donner son avis est devenu un réflexe et se taire un acte de rébellion. Le bruit domine les rues, les réseaux, les conversations et même les pensées. Tout le monde veut être entendu, mais peu osent écouter. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de conscience. C'est cet espace où l'esprit cesse de réagir et commence à observer. Celui qui apprend à rester silencieux ne perd pas de pouvoir. Il le multiplie, car il comprend que la voix la plus sage ne s'exprime pas toujours. Elle se maintient souvent. Nous vivons dans un monde qui confond le bruit avec la pertinence. On croit que celui qui parle le plus a raison, que celui qui se montre le plus est le plus important, que celui qui crie le plus a le plus d'influence. Mais le silence a une force qui désarme n'importe qui, car il met mal à l'aise les insécurisés et renforce les conscients. L'esprit qui sait garder le silence démontre sa maîtrise, car se taire quand l'ego veut parler est une forme de victoire interne. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu envoies un message plus fort que n'importe quel mot. Tu ne me contrôles pas. Le silence est aussi une forme de connaissance. Il permet de voir ce que le bruit cache,
de ressentir ce que les distractions éteignent et de comprendre ce que l'esprit accéléré ne perçoit pas. Quand l'environnement se tait, la vérité s'entend. Les décisions les plus sages naissent dans cet espace où tu arrêtes de chercher des réponses à l'extérieur et commences à t'écouter à l'intérieur. Le silence est un miroir qui montre ce que tu es vraiment quand personne ne te regarde. Quand il n'y a ni applaudissement ni jugement, juste toi et ton esprit. Se taire ne signifie pas se rendre ni accepter l'injustice, cela signifie choisir ses batailles. Toute provocation ne mérite pas de réponse, toute attaque ne nécessite pas de défense. Le stoïcien sait que celui qui a besoin d'expliquer constamment sa valeur est celui qui ne l'a pas encore reconnue. L'esprit bruyant cherche l'approbation, l'esprit silencieux cherche la compréhension. C'est pourquoi le sage ne parle pas pour convaincre, il parle quand ses paroles peuvent construire quelque chose. La puissance du silence se fait sentir dans les moments de tension. Alors que tout le monde s'agite, tu choisis de respirer. Alors que les autres discutent, tu choisis de comprendre. Ce calme déconcerte, car le silence ne peut être contrôlé ni manipulé. C'est une forteresse invisible qui protège ton esprit du chaos extérieur. Dans la sérénité de celui qui se tait, il y a une autorité qui n'a pas besoin de s'imposer. Il n'y a pas de cri plus fort que celui de celui qui reste calme quand tout le monde perd la tête. Pratiquer le silence ne consiste pas seulement à ne pas parler, mais à réduire le bruit interne. Ce dialogue constant dans ton esprit qui te pousse, te critique ou te compare. Apprends à observer tes pensées sans t'impliquer, à les laisser passer sans réagir à chacune d'elles. Cet entraînement mental te rend maître de ton énergie. Tu commences à écouter avec plus de clarté, à penser avec plus de précision et à répondre avec plus de sagesse. Chaque mot que tu ne dis pas par impulsion est une victoire sur ton ego. Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de réagir, tu renforces ta discipline. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de diriger. Le silence ne t'éloigne pas du monde. Il te connecte de manière plus profonde, car il te permet d'agir à partir de la compréhension et non du bruit. Trouver le pouvoir dans le silence, c'est se rappeler que le bruit distrait, mais que le calme révèle. Quand le monde crie, garde le silence. Quand on te provoque, reste serein. Quand tu sens que tu dois prouver quelque chose, souviens-toi que celui qui domine vraiment n'a pas besoin de le faire. Le silence n'est pas vide, c'est présence. 5. Fais attention à où tu concentres ton énergie. L'esprit humain est comme un phare dans l'obscurité. Il éclaire ce qu'il décide de regarder. Si ce faisceau de lumière se dirige vers la peur, il l'agrandit. S'il se concentre sur la possibilité, il ouvre des chemins. Ce que tu choisis d'observer est ce que tu nourris, et ce que tu nourris grandit. Dans un monde saturé de distractions, prendre soin de ton focus et protéger ton énergie, car tout ce que tu absorbes devient une partie de toi. L'attention est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes et beaucoup la dépensent sans savoir en quoi. Nous vivons entourés de stimuli conçus pour voler ta concentration. Actualités, réseaux, opinions, conflits, tous rivalisent pour un fragment de ton esprit. Et chaque fois que tu cèdes ton attention à ce qui ne t'apporte rien, tu perds une partie de ta force intérieure. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux décider où placer ton énergie. Tout ne mérite pas une réaction, tout ne nécessite pas ta participation. La maturité mentale commence quand tu apprends à choisir tes batailles, quand tu arrêtes de dépenser ton énergie dans ce qui ne construit rien. L'énergie suit le focus. Si tu penses constamment à ce qui te manque, tu vivras dans le manque. Si tu ne parles que de ce qui te fait mal, tu perpétueras la douleur. Si ton esprit se concentre sur les problèmes, tu perdras la vision des solutions. Changer ton focus ne nie pas la réalité, il la redéfinit. L'esprit concentré sur l'essentiel ne se disperse pas dans le bruit, il se concentre sur le but. C'est pourquoi prendre soin de ton énergie n'est pas un acte égoïste, c'est un acte d'intelligence. Cela signifie protéger ton esprit de ce qui est trivial pour le diriger vers ce qui a de la valeur. Chaque pensée est un investissement. Si tu investis dans l'inquiétude, tu récoltes l'anxiété.
Si tu investis dans la gratitude, tu récoltes la paix, aussi simple et aussi difficile. Parce que le chaos externe essaiera toujours de t'entraîner, mais tu choisis où regarder. Tu peux te perdre dans ce qui ne dépend pas de toi ou te concentrer sur ce que tu peux améliorer. C'est la base de la maîtrise personnelle. L'énergie ne se crée pas à partir de rien, elle se distribue. Et si toute la journée tu la donnes à ce que tu ne peux pas changer, qu'est-ce qui te restera pour ce que tu peux transformer? Prendre soin de ton focus signifie aussi choisir tes relations, tes conversations et tes pensées. L'esprit se contamine facilement si on ne filtre pas ce qui entre. Tout ce que tu entends ne mérite pas ton attention. Il y a des personnes qui n'apportent que du bruit et des situations qui ne font que drainer. Apprendre à dire non fait partie de l'équilibre. Non aux conflits inutiles, non aux comparaisons, non aux discussions vides. Chaque fois que tu choisis le silence sur la confrontation, tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment. Pense à ton énergie comme à un feu. Si tu l'alimentes avec le mauvais bois, elle s'éteint. Si tu l'utilises sans direction, elle se gaspille. Mais si tu en prends soin, elle devient une force capable d'éclairer tout ce que tu fais. Tu ne peux pas être en paix si ton attention est divisée entre 1000 choses. L'esprit concentré ne craint pas le chaos, il l'ordonne. L'énergie bien dirigée ne s'épuise pas, elle se renouvelle. C'est la différence entre vivre épuisé ou vivre conscient. Fais attention à ce que tu penses, à ce dont tu parles, à ce que tu dépenses ton temps. Chaque choix mental façonne ton destin. La force ne se mesure pas par ce que tu fais, mais par la clarté avec laquelle tu choisis où placer ton pouvoir. L'énergie est limitée, mais la maîtrise sur elle ne l'est pas. Et celui qui apprend à la protéger découvre le véritable secret de l'équilibre intérieur. Ne pas faire plus, mais faire avec intention. Parce qu'à la fin, le focus est ce qui transforme la vie d'une simple tentative en une œuvre de but. 6. Fais de la discipline ta force. La discipline est ce feu silencieux qui maintient la volonté allumée lorsque tout le reste s'éteint. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la rigidité, c'est un engagement envers ta croissance, même quand il n'y a pas de motivation. C'est ce qui sépare ceux qui désirent seulement de ceux qui avancent réellement. Alors que beaucoup attendent le moment parfait ou l'inspiration adéquate, le discipliné agit sans négocier avec lui-même. Il comprend que l'émotion fluctue, mais que la constance construit. L'esprit indiscipliné cherche des excuses. L'esprit fort cherche des résultats. Il ne s'agit pas d'être dur simplement pour endurer, mais d'avoir la clarté que chaque sacrifice quotidien est un investissement en toi-même. La discipline est ce pont entre ce dont tu rêves et ce que tu accomplis. Elle n'apparaît pas soudainement. Elle se forme avec chaque décision que tu prends quand personne ne te regarde. Chaque fois que tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, tu renforces ta parole et avec elle, ton caractère. Le problème est que nous vivons à une époque qui glorifie la gratification immédiate. On veut tout rapidement, facilement et sans effort. Mais rien de précieux ne grandit sans temps, ni constance. Le corps ne se renforce pas sans entraînement. L'esprit ne s'éclaircit pas sans pratique et l'âme ne mûrit pas sans patience. La discipline ne te retire pas la liberté, elle te la rend. Car celui qui maîtrise ses habitudes n'est pas esclave de ses impulsions. Chaque acte de contrôle personnel est une victoire sur la faiblesse. La véritable force ne réside pas dans le fait de faire beaucoup en un seul jour, mais dans le fait de faire ce qui est juste tous les jours, même si tu n'en as pas envie. C'est se réveiller quand le corps demande plus de repos. C'est se concentrer quand l'esprit se disperse. C'est avancer quand l'environnement te pousse à abandonner. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui construit. Le discipliné ne cherche pas à se sentir bien, il cherche à être meilleur. Chaque petit acte de discipline t'entraîne à résister à la tentation de l'abandon. Et quand la vie devient difficile, c'est cette structure interne qui te soutient. Tu n'as pas besoin de motivation si tu as de l'engagement. La motivation est une émotion, la discipline est une décision. Et une décision ferme vaut plus que n'importe quel sentiment passager.
Si tu veux maîtriser ton esprit, tu dois lui apprendre à obéir à tes valeurs et non à tes impulsions. La discipline n'est pas une chaîne, c'est un guide qui te maintient ferme quand l'esprit doute. À la fin de la journée, tu ne te souviens pas des fois où tu as été à l'aise. Tu te souviens des fois où tu t'es poussé, car c'est là que l'identité se forge, dans l'effort constant et silencieux que peu de gens voient, mais que tous ressentent dans les résultats. Fais de la discipline ta façon de te respecter toi-même. Respecte tes promesses, même celles que tu te fais en silence. La vie récompense ceux qui agissent avec constance, pas ceux qui désirent seulement changer. Car quand la motivation s'estompe, la discipline reste, et c'est alors que tu découvres que cette force que tu pensais impossible a toujours été en toi, attendant que tu la prennes au sérieux. 7. Apprends du défi et de l'inconfort. Le feu ne détruit pas l'acier, il le trempe. De la même manière, les épreuves que tu affrontes n'existent pas pour te briser, mais pour révéler de quoi tu es fait. Chaque obstacle est une invitation à te connaître, à mesurer ta résistance, à découvrir la force que tu n'aurais jamais trouvée dans le confort. L'esprit humain cherche à éviter la douleur, mais la vérité est que sans inconfort, il n'y a pas de croissance. Celui qui fuit le défi fuit aussi son potentiel. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne provient pas de ce qui se passe, mais de la façon dont tu l'interprètes. Ce qui te semble aujourd'hui un coup dur peut demain être la raison pour laquelle tu restes debout. Le problème est que nous vivons dans une société qui a fait du confort un dieu et de l'inconfort un ennemi. On nous apprend à chercher le plaisir, le succès rapide, la validation constante, mais pas à supporter le processus. Et c'est dans ce processus que se forge la véritable force mentale. Le défi est le miroir qui te montre tes limites et te donne l'opportunité de les dépasser. Il ne s'agit pas de jouir de la douleur, mais d'apprendre d'elle. Chaque fois que tu affrontes quelque chose de difficile et que tu choisis de ne pas abandonner, tu réécris ton histoire intérieure. Le corps se renforce avec la résistance et l'esprit aussi. Ce qui t'agitait avant avec la pratique perd de son pouvoir sur toi. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui évolue. L'inconfort t'apprend ce que la stabilité ne peut pas. Il te force à sortir du pilote automatique, à penser différemment, à t'adapter. Quand la vie te met à l'épreuve, ce n'est pas pour te punir, mais pour te pousser vers une version plus consciente de toi-même. L'esprit à l'aise s'habitue au moindre effort. Mais l'esprit qui se confronte au défi apprend à maîtriser la peur et à avoir confiance en sa capacité de réponse. Chaque difficulté est un entraînement silencieux pour ton caractère. Pense aux fois où tu as vraiment grandi. Ce n'était pas quand tout allait bien, mais quand tu as dû résister. Ces situations qui t'ont fait douter, pleurer ou tomber sont les mêmes qui t'ont donné de la clarté et de la force. L'inconfort dévoile la vérité, t'enlève les excuses et te force à te regarder en face. Et quand tu décides de l'affronter, tu cesses d'être une victime des circonstances pour devenir le maître de ton processus. Le stoïcien ne cherche pas à ce que la vie soit facile. Il cherche à être fort pour la vivre sans peur. Il sait que la stabilité mentale ne se construit pas en évitant le chaos, mais en marchant à travers lui sans perdre l'équilibre. Chaque fois que tu choisis le chemin difficile, tu entraînes ton esprit à résister. Tu apprends que tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour avancer, tu as juste besoin de volonté. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître. Accepter le défi ne signifie pas se résigner. Cela signifie transformer l'adversité en apprentissage. L'inconfort ne crie pas toujours. Parfois, il murmure « c'est ici que tu grandis ». Écouter ce message demande de la maturité, parce qu'il est plus facile de blâmer le monde que de reconnaître que la résistance est en toi. Mais quand tu le fais, quand tu comprends que chaque obstacle est une opportunité de transformation, tu découvres une liberté que personne ne peut te prendre. Le défi n'est pas une punition, c'est la scène où se démontre ton tempérament. Chaque fois que tu choisis d'avancer, même quand ça fait mal, tu affirmes ton pouvoir intérieur. Il n'y a pas de croissance sans inconfort, ni d'évolution sans résistance. Apprends à regarder le chaos sans peur, à remercier la leçon cachée derrière la difficulté. Parce que seul celui qui traverse le feu sans se rendre peut dire qu'il a connu sa véritable force.
8. Garde ton calme face au chaos. Au milieu d'une tempête, la mer peut sembler incontrôlable, mais sous la surface, les eaux profondes restent calmes. Ta pensée doit être ainsi, sereine même lorsque tout autour de toi perd le contrôle. Le chaos ne se présente pas toujours sous forme de destruction, il arrive parfois sous forme de décisions difficiles, de personnes qui te déstabilisent ou de situations qui te sortent de ton centre. La différence entre te perdre et rester ferme réside dans le calme avec lequel tu affrontes l'inévitable. Le chaos révèle qui tu es vraiment. N'importe qui peut se montrer fort quand tout va bien, mais la véritable force se mesure dans les moments de désordre. Il est facile de parler d'équilibre quand il n'y a pas de conflit, mais garder son calme quand tout s'effondre est un acte de pouvoir intérieur. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas arrêter la tempête, mais il peut décider de ne pas être emporté par elle. La sérénité ne consiste pas à éviter le chaos, mais à le naviguer avec sagesse. Garder son calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. C'est la capacité d'observer sans réagir, de comprendre avant d'agir. Quand le monde te pousse à répondre avec colère, peur ou désespoir, le calme te donne de l'espace pour choisir la meilleure réponse. Chaque seconde que tu prends avant de réagir est un coup porté à l'impulsion et une victoire de la raison. L'esprit tranquille voit des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. C'est l'avantage de celui qui a appris à penser clairement, même quand tout semble perdre son sens. Le chaos est inévitable, mais le désordre est optionnel. La plupart coulent parce qu'ils essaient de contrôler ce qui ne dépend pas d'eux. Ils veulent changer le climat, les gens, les résultats, et quand ils ne peuvent pas, ils se frustrent. Mais celui qui a appris l'art de la sérénité sait que le calme ne vient pas de l'extérieur, mais d'un esprit entraîné. Si tu parviens à rester en paix au milieu du bruit, le bruit cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu ne peux pas dominer le monde, mais tu peux dominer ta réaction, et cela suffit à changer ton destin. Pense aux fois où tu as réagi sans réfléchir, où tu as dit quelque chose sous l'effet de la colère ou pris des décisions sous pression. Ces moments t'ont appris que le calme vaut plus que 1000 arguments. Le chaos se nourrit de la précipitation et de la peur, et celui qui tombe dans ce jeu se perd dans la confusion. La sérénité rompt ce cycle. Quand tu choisis de respirer, d'observer et d'agir avec clarté, tout commence à s'ordonner. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes ta façon de le voir. Le stoïcisme enseigne que l'esprit tranquille est invincible, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne se laisse pas emporter par ce qu'il ressent. Quand tu restes calme face à la provocation, tu montres plus de pouvoir que celui qui crie pour imposer sa raison. Le calme est une autorité, c'est le contrôle de soi, c'est un message silencieux qui dit « Rien ni personne ne peut me sortir de mon équilibre ». Et cette stabilité se travaille chaque jour en affrontant de petites tempêtes sans perdre son sang-froid. Tu ne peux pas éviter le chaos, mais tu peux décider comment le traverser. La vie te mettra à l'épreuve encore et encore, non pas pour te détruire, mais pour t'apprendre à persévérer. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu deviens plus fort, plus sage, plus libre. La sérénité est un bouclier invisible qui te protège de l'usure émotionnelle et te permet d'avancer sans perdre le cap. Garde ton calme, même quand le monde s'effondre, car c'est là la véritable victoire. Être maître de soi-même quand tout le reste essaie de te gouverner. Il y a des gens qui ne veulent pas d'aide, ils veulent de la compagnie dans leur misère. Et si tu n'apprends pas à le voir à temps, tu finiras par couler avec eux. Fixer des limites n'est pas un manque de compassion, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu ne peux pas sauver ceux qui se nourrissent de leur propre douleur, ni porter ceux qui utilisent ton empathie comme excuse pour ne pas changer. La vérité est simple. Tout le monde ne veut pas sortir du trou. Certains cherchent juste quelqu'un pour les accompagner pendant qu'ils se plaignent du fond. Aider sans limite te transforme en ton propre ennemi. Tu t'épuises, tu te frustres et tu finis par te sentir coupable de te prioriser. Mais la culpabilité n'est pas la tienne. C'est le prix d'avoir donné plus que tu ne devais. Tu n'es pas une station de sauvetage pour ceux qui ne veulent pas avancer, ni une source infinie pour ceux qui ne savent que demander.
Chaque fois que tu portes les problèmes des autres, tu laisses tomber les tiens. Et quand cela se répète, tu perds ce qu'il y a de plus important, la paix intérieure. Ne confonds pas l'empathie avec la soumission. Être une bonne personne ne signifie pas tolérer les abus ni sauver celui qui jouit du chaos. La véritable aide nécessite du discernement. Apprendre à dire assez est une forme d'amour de soi. Parce qu'aider sans sagesse n'est pas de la noblesse, c'est de l'auto-abandon. Parfois, la meilleure façon d'aider est de te mettre à l'écart, de laisser l'autre assumer sa responsabilité et de récupérer ton énergie. Si tu ne le fais pas, la bonté devient un fardeau. Et celui qui vit en portant le fardeau des autres finit par oublier comment se soutenir lui-même. 1. Observe avant d'aider. La mer ne sauve pas tous ceux qui se noient, seulement ceux qui veulent vraiment nager. De la même manière, celui qui a un cœur prêt à aider devrait agir, car tous ceux qui demandent de l'aide ne cherchent pas à sortir de l'eau. Certains veulent simplement vous entraîner avec eux. Observer avant d'aider n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est s'arrêter un instant avant de donner votre énergie et vous demander « Cette personne veut-elle vraiment changer ?» ou cherche-t-elle simplement une épaule sur laquelle décharger son chaos? La plupart des gens n'observent pas, ils réagissent. Ils voient la souffrance et courent pour l'éteindre sans comprendre qu'il y a des douleurs qui se répètent, parce que celui qui les souffre ne veut pas guérir, il veut de l'attention. Les personnes au grand cœur ont tendance à faire la même erreur, aidées par impulsion. Ils pensent que leur devoir est de sauver, alors qu'en réalité, leur tâche est de discerner. Tous les problèmes n'ont pas besoin de votre intervention, et toutes les larmes ne sont pas sincères. Parfois, derrière le « je ne sais pas quoi faire », il y a une volonté de rester le même, un désir inconscient de continuer à être une victime pour ne pas assumer de responsabilité. Si vous aidez sans regarder, vous finissez par renforcer la faiblesse des autres, en alimentant le même schéma que vous dites vouloir briser. La compassion sans intelligence devient une forme de cruauté, car elle prive l'autre de sa chance de grandir. Observer avant d'aider signifie écouter plus que vous ne parlez. Remarquez si la personne veut des solutions ou simplement de la validation. Celui qui cherche vraiment à s'améliorer ne vous épuise pas, il vous inspire. Il parle avec intention, agit avec humilité et reconnaît ses propres erreurs. Mais celui qui cherche simplement à être sauvé vous demandera de plus en plus, et sa gratitude durera le temps qu'il aura besoin de vous, à nouveau. Apprenez à lire entre les lignes, car les mots demandent de l'aide, mais les actions révèlent la vérité. Combien de fois vous êtes-vous épuisé à essayer de soutenir quelqu'un qui ne fait rien pour lui-même? Et le pire, c'est que quand vous vous éloignez, ils vous font vous sentir coupable. Mais la culpabilité n'est pas un signe d'empathie, c'est un signe de manipulation. Si vous n'observez pas, vous deviendrez la victime de votre propre désir d'être bon. C'est pourquoi, avant d'agir, observez. Analysez si votre aide apporte ou perpétue le problème. Si vous rendez service ou si vous êtes utilisé. Aider ne signifie pas toujours intervenir. Parfois, aider, c'est donner de l'espace. Laisser l'autre faire face aux conséquences de son inaction est aussi une forme d'amour, même si cela fait mal. Parce que la maturité ne naît pas du sauvetage, mais de l'apprentissage. Lorsque vous observez, vous voyez clairement qui veut vraiment avancer et qui cherche simplement à vous entraîner dans son chaos émotionnel. Vous vous rendrez compte que beaucoup de gens ne veulent pas guérir. Ils veulent de la compagnie dans leur souffrance. Et vous n'êtes pas là pour ça. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera de l'aide, ne répondez pas immédiatement. Respirez, écoutez, observez. Demandez-vous si cette personne fera quelque chose avec ce que vous lui offrez ou si elle va simplement drainer votre énergie. Si la réponse est la seconde, faites un pas en arrière sans culpabilité. Vous n'êtes pas obligé de sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver. Votre devoir est de prendre soin de votre énergie, de protéger votre paix et d'agir à partir de la conscience, pas de l'émotion. Parce que celui qui observe avant d'aider ne cesse pas d'être bon, il cesse d'être naïf. Apprenez à regarder avec des yeux calmes et un cœur fort. Aider sans sagesse, c'est se perdre sur le chemin des autres. Mais quand vous observez d'abord, votre aide devient une force, pas un fardeau. Et c'est la différence entre vous épuiser pour tout le monde et servir avec une véritable clarté.
2. Ne porte pas ce qui n'est pas à toi. Porter les problèmes des autres, c'est comme essayer de nager avec des pierres attachées au corps. Tu peux avoir de la force, de bonnes intentions et de la résistance, mais tôt ou tard, tu coules. Tout ce qui pèse n'est pas à toi. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu vivras épuisé en essayant de soutenir ce que tu n'aurais jamais dû prendre. Beaucoup de gens confondent l'empathie avec l'obligation. Ils pensent que aider signifie assumer, quand en réalité aider signifie accompagner sans te perdre. Ne porte pas les culpabilités, les frustrations ni les conséquences des autres. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour corriger le désordre émotionnel de ceux qui ne veulent pas changer. Si quelqu'un détruit sa vie encore et encore et que tu cours pour le relever, tu alimentes le même cycle. Celui qui n'apprend pas de sa chute la répète, et si tu es toujours là pour l'amortir, il s'habitue à ton sauvetage. Alors ton énergie cesse d'être une preuve d'amour et devient sa béquille émotionnelle. Être empathique ne t'oblige pas à supporter. Tu n'es pas responsable de la douleur que l'autre refuse de guérir. Et pourtant, les gens bienveillants ont souvent un sentiment de culpabilité lorsqu'ils se retirent, comme si protéger leur paix était un acte égoïste. Ce n'est pas le cas. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre qu'il y a des charges qui, bien qu'elles semblent nobles, ne te concernent pas. Parce que porter ce qui appartient à autrui n'aide personne. Cela ne fait que retarder l'apprentissage que chaque personne doit vivre par elle-même. Les relations les plus épuisantes naissent de cette mauvaise habitude, prendre des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Tu t'impliques dans des drames qui ne te concernent pas, tu absorbes des émotions qui ne te concernent pas, et tu finis par ressentir une fatigue que tu ne comprends pas. Tu te demandes pourquoi tu es si fatigué, et la réponse est simple. Tu portes les vies des autres sur tes épaules. Chaque fois que quelqu'un te dit « sans toi, je ne peux pas », il te demande de porter sa part. Et si tu acceptes, tu renonces à la tienne. Porter ce qui n'est pas à toi est aussi une forme de contrôle. Tu essayes de réparer les autres parce que ça te dérange de les voir échouer. Mais en réalité, tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais pour apaiser ton anxiété. Tu veux qu'ils aillent bien pour que tu te sentes en paix, mais ce n'est pas ta tâche. Ta tâche est de rester équilibré et de permettre à l'autre d'apprendre de son expérience. Si tu interviens trop, tu leur voles l'opportunité de découvrir leur propre force. L'erreur de beaucoup est de croire que l'aide est toujours synonyme de présence. Mais parfois, la véritable aide est l'absence. C'est ne pas porter, c'est regarder avec compassion, mais sans porter le poids. C'est dire « ceci ne m'appartient pas » et continuer avec la conscience tranquille. Apprendre à séparer ce qui est à toi de ce qui est à autrui est une preuve de maturité. C'est comprendre que tu peux aimer sans absorber, prendre soin sans te perdre, écouter sans devenir un dépôt de peine. Arrêter de porter ce qui n'est pas à toi ne signifie pas devenir froid. Cela signifie devenir sage. Cela signifie comprendre que tu ne peux pas guérir l'autre si tu tombes malade, que tu ne peux pas soutenir un monde entier si tu négliges le tien. Et surtout, que celui qui veut vraiment guérir ne te donnera pas sa charge, il te demandera ton exemple. Quand tu apprendras cela, ton énergie restera intacte et ton aide sera plus pure, car elle naîtra de la clarté, pas de l'épuisement. Tu n'es pas né pour porter le poids du monde, tu es né pour marcher léger et enseigner avec ton équilibre que la véritable force n'est pas dans le fait de porter, mais dans le fait de savoir lâcher. 3. Pose des limites sans culpabilité. Il y a des portes qui ne tiennent debout que lorsque tu apprends à les fermer. Si tu laisses tout ouvert par peur de blesser quelqu'un, tu finiras par vivre au milieu du bruit, sans espace pour écouter ta propre voix. Poser des limites n'est pas rejeter les autres, c'est protéger ce qui te donne du sens. C'est construire un mur invisible qui sépare ce qui te nourrit de ce qui te consume. La culpabilité n'apparaît que lorsque tu ne comprends pas encore que prendre soin de toi est aussi un acte d'amour. Dire non fait parfois mal, surtout lorsque tu as passé des années à dire oui à tout, par peur de perdre de l'affection ou de l'approbation. Mais si pour être aimé tu dois te trahir, ce n'est pas de l'affection, c'est de la dépendance déguisée. Chaque fois que tu tais ce que tu ressens pour maintenir la paix, tu brises en réalité la tienne. Il n'y a pas de fatigue pire que celle de celui qui donne sans mesure.
espérant que les autres remarquent sa fatigue. Et le pire, c'est qu'il ne le remarque pas parce qu'il s'habitue à recevoir sans rien donner en retour. Poser des limites est un acte de respect, pas de froideur. C'est reconnaître que tu ne peux pas être disponible pour tout le monde, tout le temps. Que tu n'as pas l'obligation d'expliquer pourquoi tu as besoin de silence, de repos ou de distance. Il y a des personnes qui ne comprennent la valeur de ta présence que lorsqu'ils ne l'ont plus. Et c'est la confirmation que ton absence enseigne aussi. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour maintenir ton équilibre. Et si cela dérange, c'est le signe que la limite était nécessaire. Les limites révèlent qui te valorise vraiment. Celui qui te respecte n'est pas offensé parce que tu poses des règles, il les comprend. Mais celui qui profite de ton manque de limites te traitera d'égoïste dès que tu commenceras à prendre soin de toi. Et c'est là que beaucoup reculent, cèdent à nouveau, recommencent à donner des explications. Ils laissent la culpabilité les faire renoncer à leur paix. Mais la culpabilité n'est qu'une alarme de déprogrammation, un signe que tu brises de vieux schémas où tu as appris que aimer était plaire. La vie devient plus légère lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de justifier tes limites. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit que tu mérites du repos, du silence ou du temps pour toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est de décision. Parce que plus tu te défends, plus tu donnes de l'espace aux autres pour donner leur avis sur ta façon de vivre. Et personne n'a le droit de le faire. Si quelque chose ou quelqu'un te vole constamment de l'énergie, tu as le devoir de fermer cette porte. Si tu ne le fais pas, l'épuisement sera ta responsabilité. Apprendre à poser des limites signifie aussi accepter que tu ne peux pas tout faire, ni être partout, ni sauver personne. Cela signifie dire « je ne peux pas » sans te sentir faible, « je ne veux pas » sans te sentir coupable, et ça suffit sans craindre d'être abandonné. Parce que celui qui t'abandonne pour prendre soin de toi n'a jamais vraiment été avec toi, seulement avec ce qu'il obtenait de toi. Ne te sens pas mal de te prioriser, sois fier. Le respect des autres commence par le respect de soi. Les gens forts ne sont pas ceux qui supportent tout, mais ceux qui savent jusqu'où. Celui qui apprend à poser des limites ne s'isole pas, il s'organise. Il cesse d'être la victime de l'excès et devient le maître de son énergie. Souviens-toi de ceci, la paix intérieure n'est pas négociable. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de franchir tes limites sans conséquence, tu t'éloignes un peu plus de toi. Mais lorsque tu les maintiens fermes, le monde peut trembler autour de toi et tu resteras debout, calme, clair, invulnérable. C'est là le véritable pouvoir d'une limite bien posée. 4. Ne cédez pas à la manipulation. Les marionnettes ne bougent pas de leur propre gré, mais par les fils invisibles de celui qui sait exactement où tirer. C'est ainsi que les manipulateurs agissent, des personnes qui comprennent vos émotions mieux que vous-même et les utilisent à leur avantage. Ils détectent votre empathie, votre peur de décevoir, votre besoin d'être compris, et c'est là qu'ils placent leurs fils. Ils ne vous ordonnent pas, ils vous font vous sentir responsable. Ils ne vous exigent pas, ils vous font croire que choisir ce qu'ils veulent est votre devoir moral. Et quand vous vous en rendez compte, vous agissez déjà par culpabilité, pas par conviction. La manipulation ne se présente pas toujours avec des cris ou des menaces. Parfois, elle arrive enveloppée de tendresse, dans des phrases qui semblent affectueuses, mais qui cachent le contrôle. « Je pensais que tu étais différent. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, personne ne te comprendra comme moi. » Des mots doux qui font plus mal qu'un coup, parce qu'ils attaquent là où ça fait le plus mal, votre conscience. Ils vous font sentir que mettre des limites est de la cruauté et que dire non est de l'ingratitude. Mais la vérité est autre. Céder à la manipulation n'est pas de la bonté, c'est renoncer à votre liberté émotionnelle. Il y a des gens qui ne cherchent pas la connexion, ils cherchent le contrôle. Ils utilisent la culpabilité comme monnaie d'échange et le victimisme comme déguisement. Ils ont toujours une histoire qui justifie leur attitude et trouvent toujours un moyen de vous transformer en méchant si vous ne faites pas ce qu'ils attendent. Le plus dangereux dans ce type de relation est qu'au début, elles semblent innocentes. Ils vous convainquent avec des arguments logiques, font appel à votre sensibilité et sans vous en rendre compte, vous portez des responsabilités qui ne vous reviennent pas.
La clé est de reconnaître les signes précoces. Si chaque fois que vous refusez quelque chose, vous avez peur d'être rejeté, si vous avez constamment besoin de justifier vos décisions ou si vous vous surprenez à céder juste pour éviter le conflit, vous êtes manipulé. Et la manipulation ne se brise pas avec des explications, elle se brise avec de la distance. Vous ne pouvez pas raisonner avec quelqu'un qui utilise vos émotions comme une arme. Vous ne pouvez pas attendre de l'empathie de quelqu'un qui voit votre bonté comme une opportunité. La seule défense réelle est le détachement. Céder à la manipulation vous rend prisonnier de l'opinion des autres. Vous vous habituez à agir pour ne pas déranger, à plaire pour ne pas être critiqué, à porter des culpabilités qui ne sont pas les vôtres juste pour maintenir une fausse paix. Mais cette paix n'est pas la paix, c'est de la soumission déguisée. La véritable tranquillité arrive lorsque vous apprenez à supporter le malaise de décevoir les autres tout en choisissant de ne pas vous trahir. Celui qui manipule ne tolère pas que quelqu'un pense par lui-même. C'est pourquoi il se met en colère quand il ne parvient pas à vous dominer. Ne prenez pas cette colère comme une culpabilité. Prenez-la comme un signe que vous reprenez le pouvoir. Ne pas céder ne signifie pas devenir dur ou insensible. Cela signifie vous choisir. Cela signifie dire « je comprends ta douleur, mais je n'accepterai pas ton contrôle ». Cela signifie ne pas répondre à la provocation, ne pas entrer dans le jeu de convaincre ou de vous justifier. Le manipulateur se nourrit de vos explications, de vos doutes et de vos tentatives de prouver que vous êtes une bonne personne. Plus vous vous efforcez, plus vous vous embrouillez. La liberté émotionnelle naît lorsque vous arrêtez d'expliquer et commencez à agir avec une fermeté silencieuse. La manipulation meurt là où naît la clarté. Quand vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez et jusqu'où va votre responsabilité, aucun discours ne vous emporte. Les mots perdent de leur force parce qu'ils n'ont plus où s'accrocher. Vous n'avez pas besoin de discuter, juste de rester ferme. Et quand vous le faites, vous verrez comment les manipulateurs s'éloignent d'eux-mêmes à la recherche d'un autre esprit prêt à céder. Votre tâche n'est pas de les changer, c'est de vous protéger. Chaque fois que vous choisissez de ne pas céder, vous récupérez une partie de vous. Vous récupérez votre voix, votre énergie, votre concentration. 5. Éloigne-toi du bruit des autres. Le bruit le plus dangereux ne provient pas toujours de la ville ou de la circulation, mais des voix des autres qui s'installent dans ton esprit. Opinions, critiques, comparaisons, drames sans fin. Lorsque tu n'apprends pas à les tenir à distance, tu finis par vivre dans le chaos des autres, déconnecté de ton propre centre. S'éloigner du bruit des autres n'est pas de l'isolement, c'est de la survie mentale. Parce que l'esprit qui ne trouve pas le silence se perd dans la confusion, et la personne qui se perd dans le bruit cesse de s'écouter. Beaucoup vivent piégés dans des conversations qui ne mènent à rien, dans des discussions où tout le monde veut avoir raison et personne ne veut comprendre. Ils s'entourent de plaintes, de conflits, de commérages et de lamentations, comme si absorber le désordre des autres était une forme d'empathie. Mais ce n'est pas le cas. Chaque mot que tu entends et chaque énergie que tu permets d'entrer devient une partie de ton paysage intérieur. Si tu t'entoures de bruit, ton esprit perd sa clarté, et un esprit sans clarté est un bateau sans gouvernail, naviguant au rythme des courants des autres. Apprendre à s'éloigner du bruit signifie être sélectif avec ce que tu écoutes. Tout ne mérite pas ton attention, toute histoire n'a pas besoin de ta réponse. Il y a des gens qui ne cherchent pas des solutions, ils cherchent de la compagnie dans leur désordre, et si tu n'es pas prudent, tu finis par participer à un drame qui ne t'appartient même pas. À ce stade, ton énergie se fragmente. Tu commences la journée avec force, mais tu finis épuisé sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est de la pollution émotionnelle. Le silence n'est pas une absence, c'est du pouvoir. C'est la capacité de rester calme quand le monde crie. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de donner ton avis sur tout, ni de t'impliquer dans chaque conflit. Quand tu apprends à écouter de manière sélective, tu découvres que beaucoup de batailles n'étaient pas les tiennes, que les urgences qui t'entouraient n'étaient que des distractions déguisées en importance. Le bruit des autres cherche cela, te distraire de toi-même. La paix ne se trouve pas, elle se construit avec de petites décisions.
avec le simple acte de dire « Je ne veux pas parler de ça, je n'ai pas besoin d'entendre ça, je préfère garder le silence ». Ce sont des phrases qui semblent simples, mais c'est en elles que réside la liberté. Parce que lorsque tu choisis de ne pas participer au bruit, tu récupères ton énergie, ta clarté et ton focus. Et tu cesses d'être une victime de l'environnement pour devenir le maître de ton espace intérieur. S'éloigner du bruit ne signifie pas devenir distant. Cela signifie choisir le type d'énergie que tu permets à proximité. Si tu es entouré de personnes qui se plaignent, critiquent ou créent des conflits, tu te retrouves inévitablement imprégné de cette vibration. Tu ne peux pas garder l'esprit clair si tu te nourris de toxicité verbale. Commence à remarquer ce que tu entends pendant la journée. Les conversations qui te laissent t'épuiser, les discussions qui se répètent sans sens. Chacune d'elles te vole un peu de calme, et ton calme vaut plus que n'importe quel argument. La sagesse est de savoir quand parler et quand partir. Tout ne mérite pas ton explication, tout ne nécessite pas ta défense. Le silence sélectif est l'une des formes les plus élégantes de protéger ton énergie. Laisse les autres faire du bruit, toi, garde ta paix. Quand le bruit ne t'entraîne pas, le monde extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu apprends à distinguer l'essentiel de l'irrélevant, et cela change tout. La tranquillité d'esprit ne se négocie avec personne. Ne t'excuse pas de t'éloigner de ce qui te confond, te diminue ou t'épuise. Tu n'es pas responsable du chaos des autres, mais tu l'es de l'ordre en toi. Prends soin de ton espace, protège ton calme et rappelle-toi que le silence n'est pas le vide, c'est la présence. 6. Protège ton énergie. Les gens ne se brisent pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de tout ce qu'ils absorbent sans s'en rendre compte. Chaque mot, chaque geste, chaque environnement a une charge qui te nourrit ou te consomme. Protéger ton énergie n'est pas un acte spirituel vide, c'est une mesure de survie émotionnelle. C'est comprendre que tu ne peux pas garder ta lumière allumée si tu passes ta vie à essayer d'allumer les bougies des autres. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse, et si tu n'apprends pas à la préserver, d'autres la consommeront sans remords. Il y a des gens qui ne veulent pas de tes conseils ni de ton aide, ils veulent ton énergie. Ils te cherchent parce que tu transmets le calme, la force ou la clarté, et à la fin de chaque rencontre, tu te sens épuisé, comme si tu avais couru un marathon émotionnel. Ce n'est pas une coïncidence. Certains ne veulent pas de ta présence pour partager, mais pour se recharger, et ils le font sans conscience. Mais l'effet est le même, tu te vides. C'est pourquoi protéger ton énergie implique de reconnaître où va ta paix et avec qui ton enthousiasme se dissout. Tous les liens ne sont pas nutritifs. Toutes les conversations ne sont pas nécessaires. L'excès de disponibilité te laisse sans équilibre. Chaque fois que tu dis oui par obligation ou par peur de décevoir, tu donnes un fragment de ton énergie à quelque chose qui ne le mérite pas. Et même si au début, cela ne se voit pas, avec le temps ton corps le sait. Tu dors moins bien, tu t'irrites facilement, tu perds ta motivation. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est de la surcharge émotionnelle. Tu as permis que ton énergie soit prise sans réciprocité. Protéger ton énergie ne signifie pas t'enfermer, cela signifie filtrer. Tout ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton esprit. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en affrontant, mais en ignorant. Le silence, le temps seul, la déconnexion volontaire sont des murs invisibles qui séparent l'essentiel de l'inutile. Parce que chaque interaction a un coût, et celui qui ne comprend pas cela vit endetté avec le monde. L'énergie se régénère lorsque tu apprends à te retirer à temps. Quand tu sais dire « je ne peux pas écouter ça maintenant », « je ne veux pas parler de ça » ou « j'ai besoin de distance », ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène émotionnelle. Tu ne peux pas donner de la clarté si ton intérieur est nuageux. Tu ne peux pas inspirer si tu es épuisé. Ta paix n'est pas un luxe, c'est ta base. Et si tu la perds, tout le reste s'effondre. Les gens qui ne protègent pas leur énergie finissent par confondre l'épuisement avec la loyauté. Ils pensent que d'être toujours disponible est synonyme d'amour, alors qu'en réalité, c'est la peur d'être oublié. Mais celui qui t'apprécie vraiment n'a pas besoin que tu te vides pour rester. Il a besoin de te voir, complet, calme, fort. L'énergie protégée n'est pas dépensée pour prouver.
elle est investie pour construire. Apprends à prendre soin de ton espace mental comme tu prendrais soin d'une maison sacrée. Ne laisse pas n'importe qui entrer, ne laisse pas le bruit extérieur ruiner ton ordre intérieur. Si quelque chose vole ta sérénité, ferme la porte. Parce que la vie ne consiste pas à avoir plus d'énergie, mais à arrêter de la donner à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Protéger ton énergie, c'est protéger ton destin, ton focus et ton pouvoir. Celui qui apprend cela ne se sent jamais vide à nouveau. 7. N'essaie pas de changer quelqu'un. Le fer ne se forge qu'avec le feu, pas avec les mots. Tu peux parler, conseiller et accompagner, mais si la personne ne veut pas se transformer, tous tes efforts seront vains. Essayer de changer quelqu'un qui ne veut pas le faire est comme frapper l'eau en espérant la modeler, tu finis juste épuisé. Celui qui n'a pas la volonté de grandir restera le même si tu lui mets le monde entre les mains. Et plus tu essaies, plus tu te frustres, parce que ce qui pour toi est une aide, pour l'autre peut être une invasion. Beaucoup pensent qu'aimer, c'est corriger, que montrer de l'affection, c'est essayer de sauver l'autre de ses erreurs. Mais l'amour, s'il est conscient, n'impose pas de changement, il les inspire. Personne ne change parce que tu le lui demandes. Il change parce que quelque chose en lui se brise, parce qu'il atteint sa propre limite. Ce que tu peux faire, c'est montrer par ton exemple ce que signifie avancer, ne pas traîner quelqu'un avec toi. Chaque personne a son propre rythme, son propre processus, son propre moment de réveil. Forcer ce processus, c'est lui voler une partie essentielle de sa croissance. Essayer de changer quelqu'un est une forme déguisée de contrôle. Tu penses que tu le fais par amour, mais au fond, tu cherches à calmer ton anxiété. Il te dérange de voir cette personne répéter des erreurs, et tu penses que si elle parvient à s'améliorer, tu auras aussi la paix. Mais ce n'est pas la solution. Ta paix ne peut pas dépendre de l'évolution d'autrui. Tant que tu mettras ton bien-être dans le changement de l'autre, tu resteras attaché à son immaturité. La véritable liberté arrive lorsque tu acceptes que tu ne peux pas faire le travail interne de quelqu'un d'autre. Quand tu insistes pour changer quelqu'un qui ne veut pas le faire, la relation devient une guerre silencieuse. Tu commences avec patience, puis avec des avertissements, ensuite avec frustration, et à la fin tu deviens ce que tu n'as jamais voulu être, quelqu'un qui exige. Et pourtant, rien ne change, parce que la transformation ne s'impose pas, elle se choisit. La personne qui n'est pas prête à évoluer trouvera toujours une excuse, une justification, une raison de rester la même. Si tu continues à insister, tu finis par perdre de l'énergie, du respect et parfois même de l'amour. Accepter que tu ne peux pas changer quelqu'un ne signifie pas abandonner. Cela signifie voir la réalité sans illusion. Tout le monde n'est pas prêt pour la croissance. Certains préfèrent le confort de la douleur connue plutôt que l'effort de guérir. Et même si tu veux les aider, ton rôle n'est pas de les guider de force, mais de garder ta lumière allumée pour que, s'ils décident un jour de sortir de l'obscurité, ils sachent où regarder. C'est ça le leadership émotionnel. Ne pas traîner, mais éclairer de loin. Arrêter d'essayer de changer les autres te rend une force immense. Tu récupères du temps, de la clarté et de la sérénité. Tu commences à te concentrer sur ce que tu peux transformer, toi-même. Et paradoxalement, quand tu le fais, tu inspires les autres sans dire un mot. Les gens ne changent pas grâce aux conseils, ils changent grâce à l'impact. Ils voient ta cohérence, ton calme, ton évolution, et comprennent qu'il est possible de vivre différemment. C'est l'enseignement le plus puissant, celui qui n'impose pas, mais qui démontre. Tu n'es pas un projet de réparation humaine. Tu n'es pas venu pour réparer les autres, mais pour rester ferme dans ton but. Si quelqu'un veut vraiment changer, il le fera avec ou sans ton aide. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ton devoir d'insister. Parfois, la meilleure leçon que tu peux donner est de t'éloigner. Non pas pour le punir, mais pour lui rappeler que chacun est responsable de son propre chemin. Parce que celui qui ne veut pas changer n'a pas besoin de ton coup de pouce, il a besoin de sa chute. Et quand il touchera enfin le fond, ce qu'il se souviendra ne seront pas tes mots, mais ton exemple. Changer quelqu'un est impossible, mais l'inspirer par ta transformation est inévitable. 8. Priorise ton propre chemin.
La vie ressemble à une route interminable pleine de détours, de voies et de signes qui essaient de te dire où aller. Si tu t'arrêtes pour écouter chacun d'eux, tu n'arriveras jamais à destination. Prioriser ton propre chemin n'est pas de l'égoïsme, c'est de la direction. C'est regarder en avant pendant que le monde te demande de regarder partout. C'est comprendre que si tu essayes de plaire à tout le monde, tu finis par oublier où tu allais. Les gens t'offriront 1000 opinions sur ce que tu devrais faire, mais aucune d'entre elles ne marchera pour toi quand tu te tromperas. Suivre ton chemin implique de la maturité, parce qu'il implique de décevoir les autres pour ne pas te trahir toi-même. Tout le monde ne comprendra pas tes décisions, et c'est bien. Tout le monde n'est pas appelé à comprendre ton but, parce que ta vision n'a pas été remise à un comité, elle a été placée en toi. Chaque fois que tu choisis d'avancer pour ce que tu sens juste, même si les autres ne l'approuvent pas, tu deviens plus fort. Le chemin propre se construit avec des pas fermes, pas avec des permissions étrangères. Beaucoup de gens se perdent en essayant de suivre des chemins qui ne leur appartiennent pas. Ils marchent en direction du désir des autres, de l'attente de la famille, de la comparaison avec ceux qui semblent avoir plus de succès. Mais tout cela est une illusion. Personne ne peut vivre ta vie pour toi. Le prix de ne pas te prioriser est cher, insatisfaction, fatigue, perte d'identité. Tu deviens une version conçue pour s'adapter, mais vide à l'intérieur. Quand tu regardes enfin en arrière, tu découvres que tu as passé des années à marcher en cercle par peur de décevoir. Prioriser ton propre chemin signifie apprendre à dire « c'est pour moi », même si personne ne le comprend. Cela signifie avancer sans demander d'approbation. Cela signifie assumer le coût de tes décisions, sachant que même les erreurs te font grandir. Il n'y a pas d'erreur chez celui qui agit avec un but, seulement de l'apprentissage. Mais vivre sous les décisions des autres, c'est mourir sans avoir vraiment vécu. Celui qui craint d'être jugé vit piégé dans la prison invisible du regard des autres. Parfois, tu devras t'éloigner, non pas parce que tu n'aimes pas, mais parce que ta direction est différente. Et cela aussi, c'est du courage. Suivre ton chemin nécessite de la discipline pour ne pas te distraire, et du courage pour ne pas abandonner quand la solitude apparaît. Tout le monde n'accompagnera pas ton processus, et c'est bien. Ceux qui doivent rester le feront, non pas parce que tu les traînes, mais parce qu'ils marchent avec la même intention. Ce qui importe n'est pas la quantité de compagnie, mais la qualité du but. La vie se sent plus légère quand tu arrêtes de justifier tes pas. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es sur le bon chemin. Tu le sauras quand, malgré la fatigue, tu ressentiras la paix. C'est la boussole la plus précise, la tranquillité intérieure. Si quelque chose vole ta sérénité, cela n'appartient pas à ton itinéraire. Si quelque chose éteint ton enthousiasme, ce n'est pas une partie de la destination qui te correspond. Choisir ton chemin, ce n'est pas fuir le monde, c'est honorer ce que tu es sans craindre le jugement. Les gens qui avancent sans se prioriser s'épuisent en essayant de soutenir des destinations qui ne sont pas les leurs. Mais celui qui apprend à mettre son énergie dans sa propre direction devient imbattable. Parce que quand tu marches par conviction, les obstacles n'arrêtent pas, ils enseignent. Quand tu sais où tu vas, les opinions deviennent un bruit de fond. Prioriser ton chemin, c'est te choisir chaque jour, même quand personne d'autre ne le fait. C'est regarder en avant et dire avec fermeté « Je ne suis pas venu pour plaire, je suis venu pour avancer ». C'est le début de toute véritable liberté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.